bienvenue tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens issus, soit des étudiants en doctorat, des chargés de cours, quelques professeurs. Je me présente, Joséanne Riverain. Je suis agente de développement au service aux collectivités et ma collègue... Claire Renier, aussi agente de développement au service aux collectivités depuis 2006. Toi, tu es depuis... 2011. 2011. Est-ce que ça fonctionne? Juste d'emblée, vous dire que la présentation va être captée. Donc, la présentation sera disponible en ligne, on me dit, à l'intérieur d'une semaine. Mais comme on a vos coordonnées, je pense qu'on pourra vous envoyer le lien. Donc, pour ceux qui ne veulent pas prendre de notes ou qui aimeraient pouvoir le revoir encore et encore. Donc, voilà. Donc, on évalue grossièrement ce que ça va prendre à peu près 30 minutes. De présentation. On aurait aimé que ça puisse être plus dynamique avec des questions pendant la présentation, mais compte tenu de la captation vidéo, on comprend que c'est un peu compliqué. Donc, si possible, gardez vos questions à la fin, puis on prendra, je pense qu'on va avoir suffisamment de temps de toute façon pour y répondre. Pour l'instant, c'est son entrevue. On a prévu environ 30 minutes de présentation. Ça pourrait déborder, me connaissant. Mais grosso modo, il y a deux parties, donc un peu situer qu'est-ce qu'on entend par démarche partenariale, un peu un continuum, les défis que comprend une démarche de co-construction des connaissances avec des groupes sociaux. Puis, en deuxième partie, davantage les défis, les stratégies qu'on a développées à travers la pratique du service aux collectivités. Donc, voilà. Donc, grosso modo, je viens de le dire, l'objectif... On prend un peu pour acquis que les gens qui sont ici ont une connaissance partielle ou nouvelle en matière de recherche partenariale ou de formation partenariale également. Donc, c'est sûr, peut-être qu'à certains égards, vous allez vous retrouver. D'autres, ça va être des éléments nouveaux. Tant mieux si vous avez des apports à la fin de la présentation. Ça permet d'enrichir nos connaissances réciproques. L'objectif, c'est vraiment de définir qu'est-ce qu'on entend un peu par le développement puis la réalisation d'un projet partenarial, quels sont les défis, les tensions, mais aussi les stratégies puis les outils qu'on peut mettre de l'avant pour faire en sorte finalement que tous se sortent vivants et heureux. Peut-être expliquer dès le départ le contexte à l'UQAM. C'est pas sans raison qu'il y a un service aux collectivités, que la question de développement de projets avec des groupes sociaux est si présente dans notre institution. En fait, ça fait plus de 35 ans qu'on a adopté à l'UQAM une politique qui visait à reconnaître formellement une mission sociale à l'université. La mission visait initialement à démocratiser l'accès aux ressources de l'université dans une optique, en fait, de répondre à des besoins, aux besoins de groupes non traditionnellement servis par l'université, donc qui ont peu accès aux ressources de l'université. Cette spécification-là n'est pas anodine. En fait, ça permettait en fait de circonscrire à qui on parle quand on parle de groupes sociaux, avec qui on désire axer le développement de projets à vocation de promotion collective et de changement social. Donc, il faut comprendre les groupes sociaux de façon assez large, mais assez circonscrite en même temps, c'est-à-dire des groupes communautaires, des associations citoyennes, des groupes de femmes, des groupes syndicaux. Donc, à caractère volontaire ou SBL. C'est assez la raison pour laquelle on parle davantage de groupes n'ayant traditionnellement peu accès aux ressources de l'université, en fait, c'est de se dire, souvent les institutions publiques, parapubliques, l'industrie a un accès assez facile aux ressources de l'université, ne serait-ce que par des professionnels qui ont passé par l'université ou encore des liens, ne serait-ce que par le développement technologique. Et ce qu'on a décidé à l'UQAM, on exclut la personne qui parle, je n'étais pas née, c'est vraiment de tenter de répondre à des besoins d'un pan de la société qui a des connaissances particulières, un savoir particulier qui est peu valorisé. La politique 41, en fait, visait essentiellement à encourager la production de projets de recherche, de formation et de diffusion dans un objectif de promotion collective. Une politique, c'est bien, mais ça n'a pas de mécanisme de mise en œuvre, ça reste des vœux pieux. L'UQAM s'est donc doté d'un service, le service aux collectivités, qui permettait de mettre en œuvre ces objectifs de promotion collective-là. Dans le cadre de notre présentation, évidemment que notre posture d'agent de développement, la pratique du service a teinté ce qu'on présente, mais on a tenté quand même d'essayer de s'en distancer pour
présenter vraiment le développement d'un projet en dehors du service aux collectivités. Évidemment, si à la fin, vous souhaitez avoir plus d'infos, qu'est-ce que le service, quels sont nos programmes pour appuyer ce type de démarche-là, on pourra en parler, mais on a vraiment essayé de le faire indépendamment un peu du concours du service aux collectivités. Juste m'assurer que j'oublie rien. Donc, voilà, excusez-moi, je suis un peu... Donc, on a décidé au départ, c'est ça, d'essayer de situer qu'est-ce qu'on entend par partenariat, parce que la politique 41, c'est bien intéressant, mais il y a une vision un peu top-down où l'université est productrice de connaissances et on souhaite faire en sorte que ces connaissances-là soient distribuées dans les collectivités, alors que la notion de partenariat induit une relation de complémentarité entre des acteurs qui peuvent être différents. Donc, on a ici une définition de Panay, Raymond et Bourque, là, grosso modo. On peut l'avoir en 3 éléments, des rapports complémentaires et équitables entre des groupes, des acteurs qui ont des natures différentes, des fonctions différentes, des savoirs différents, une reconnaissance mutuelle, puis une relation d'interdépendance. Donc, c'est partir un peu de la prémisse que sans le concours d'une de ces parties, le projet serait différent, ne pourrait pas être le même. Évidemment, parler de partenariat, il y a différentes façons de le voir et cette définition-là, elle est bien parce qu'elle permet déjà de voir les conditions, mais on ne voit pas non plus le spectre d'implication des acteurs. Qu'est-ce qu'on entend dans une relation partenariale? Donc, à travers la littérature, il y a certains écrits qui s'y intéressent. On parle de concertation, de coopération, de collaboration. On a essayé plutôt de mettre ici ce qui, à travers notre pratique au service aux collectivités, semble un peu décrire le mieux le type de relation qu'on entretient entre les chercheurs, les groupes dans des projets partenariaux. Donc, pas besoin de parler de l'absence de partenariat. Je pense que c'est assez clair. Là où il n'y a aucune interaction, on pense, par exemple, pas juste à la recherche fondamentale. Ça peut être le cas dans certaines recherches épidémiologiques où on se base sur des données empiriques, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une réciprocité. La commande, là où il y a un commanditaire, en fait, qui demande à ce que un projet de recherche XYZ soit fait, mais sans aucune interaction, au sens où c'est le chercheur comme expert indépendant qui est mis de l'avant. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une mutualisation en cours de processus. Nous, on n'accompagne pas ce type de projet, mais on reçoit parfois ce type de demande-là au service aux collectivités. Par exemple, un groupe qui souhaite faire une évaluation de ses pratiques, d'un de ses programmes, il veut un expert indépendant parce qu'il sent que ça leur a une valeur autre auprès, par exemple, de ses bailleurs de fonds. Pour nous, ce n'est pas du partenariat, même s'il y a une relation avec un partenaire externe. Là où la définition de Panay, Raymond et Bourque semble plus à propos, c'est vraiment dans les 2 autres types, la collaboration puis la co-construction. Par collaboration, les nuances entre les deux sont assez minces. Et même à l'intérieur, il y a encore d'autres spectres probablement d'interdépendance. Mais grosso modo, pour la collaboration, on voit souvent, c'est à partir d'un besoin qui va être identifié collectivement entre un partenaire du milieu, des chercheurs. Mais ensuite, il y a vraiment un échange d'informations, je dirais, fonctionnel pour faire en sorte que la recherche ou le projet voit le jour. Par exemple, le groupe peut intervenir un petit peu sur la méthodologie en disant si vous tentez de recruter des gens par cette façon-là, bien, ça risque d'être peut-être plus difficile. On va vous permettre de venir à notre assemblée générale, on va vous présenter, puis ensemble, on va travailler peut-être pour vous faciliter le recrutement, mais aussi peut-être valider le rapport final. Donc, il y a quand même une certaine interaction à des moments ponctuels de la recherche ou du projet de formation, pardon. Et l'interaction va être donc moyenne. Là où vraiment on sent qu'il y a une interaction à toutes les étapes de la démarche, c'est vraiment quand on s'inscrit dans une démarche de co-construction des connaissances où tous les acteurs sont à la fois producteurs et utilisateurs des connaissances. On parle alors d'une relation d'interdépendance à toutes les étapes de la recherche. On demande à l'instauration d'un processus démocratique de partage des décisions. Ça peut aller vraiment dans le fin détail, autant dans l'analyse que dans le développement des outils. Vous donnez un exemple au niveau de la co-construction. On le voit particulièrement avec des projets, avec des communautés autochtones, des organisations autochtones, où il y a un partage vraiment complet, en fait, des compréhensions, de l'analyse, des conclusions.
On travaille beaucoup avec Femmes autochtones du Québec sur la notion d'identité. Et si je travaille avec des chercheurs en sciences juridiques, on va souvent comprendre l'identité comme étant prescrit par la loi sur les Indiens. On est un Indien inscrit, non inscrit. On est un Indien de catégorie A1, etc. Alors que si on parle vraiment d'identité avec des sages, des aînés autochtones, on va avoir toute l'intégration de la cosmovision autochtone qui fait des référents autant territorial que culturel que spirituel. Donc, forcément, un projet de recherche co-construit avec des organisations autochtones ou des communautés autochtones va avoir une toute autre nature de par, justement, les connaissances qui sont complètement extérieures au milieu académique, mais qui l'enrichissent. La raison pour laquelle, dans le libellé là, de la présentation de la conférence d'aujourd'hui, on parle autant de recherche, action que de formation, accompagnement, c'est qu'on part un peu de la prémisse que quand on fait une démarche partenariale avec des groupes sociaux, ça implique toujours, d'une façon ou d'une autre, un transfert de connaissances et des éléments de recherche. Donc, à la fois que le transfert de connaissances, la recherche va influencer l'action, mais que l'action, en retour, va aussi influencer le transfert de connaissances ou la recherche. Donc, on parle, et là, évidemment, on n'a pas donné de définition, c'est assez facile de trouver dans un cas comme dans l'autre, mais la recherche-action participative, collaborative, la formation, accompagnement ou le co-développement sont tous des éléments, en fait, des approches qui s'inscrivent bien dans ce type de démarche-là. Si on passe un peu plus de temps sur vraiment notre compréhension de la démarche de co-construction dans un projet avec des groupes sociaux, évidemment, ce qu'on présente ici, c'est le nec plus ultra, c'est quand, mon Dieu, tout va bien, puis c'est extraordinaire. C'est dépourvu de tout enjeu, de toute difficulté. Mais dans un monde idéal, ou du moins idéal, ou suprême de la co-construction, on voit vraiment qu'il y a une reconnaissance égale des savoirs expérientiels, des savoirs académiques et des savoirs pratiques. Souvent, de par notre expérience, on va travailler beaucoup avec des intervenants du milieu communautaire. On va travailler avec des professionnels. Donc là, on va être plus au niveau peut-être du savoir pratique, du savoir... et là, on va travailler vraiment dans peut-être une démarche praxéologique, alors que parfois, on va aussi impliquer des populations concernées pour s'assurer qu'au-delà du savoir des intervenants, on a aussi le savoir du vécu, en fait, des personnes qui font partie, finalement, de la démarche, qui sont peut-être les destinataires, mais on va les remettre dans le processus. À ce moment-là, on n'est pas juste là pour valider un processus. On n'est pas juste là, on étant les groupes partenaires. À ce moment-là, tout le monde devient co-chercheur puisqu'il a le potentiel, à partir de ses connaissances, de participer à la création de nouvelles connaissances. La finalité est importante, mais le processus est probablement tout aussi, sinon plus important, parce que c'est un moment de transfert bidirectionnel entre tous les partenaires impliqués, de l'idéation à la diffusion, stratégie de transfert et d'appropriation du projet. Et ça, l'objectif étant de, si chacun a sa propre perspective, ses propres savoirs, bien, qu'on soit capable, en fait, de développer des nouveaux sens partagés qui vont amener finalement le projet, que ce soit de recherche ou de formation ailleurs. Un processus comme ça, pour éviter les glissements, ça prend justement une démarche qui, tout au long du processus, maintient un dialogue réflexif entre les partenaires, être capable de porter un regard critique sur, finalement, le développement de la recherche lui-même et s'ajuster en cours de route. Ça demande de l'humilité, pas juste du côté des chercheurs, du côté des groupes sociaux également. Et évidemment, je parle souvent des chercheurs, mais je veux mettre au clair qu'on parle toujours des étudiants qui sont autant impliqués dans les démarches que les chercheurs, mais pour les fins de la présentation, je restreins à la question des chercheurs. Un élément qui nous semblait important, au service aux collectivités, on essaie autant que possible de partir des besoins des groupes, que ce soit des besoins qui soient initialement formulés par les groupes sociaux et qui ensuite peuvent être arrimés avec une expertise, une ressource universitaire. C'est pas toujours possible. Je pense qu'il y a des moyens. C'est plus difficile peut-être pour un groupe de vous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de recherche partenariale, mais on voulait quand même souligner l'importance de s'assurer que la problématique ou l'objet de recherche est validé par les partenaires. Et on pense que c'est au-delà d'une posture éthique, c'est aussi parce que ça permet en fait de développer des angles qu'autrement vous n'auriez pas nécessairement vus. Ça permet en fait de mettre sur le doigt sur des problématiques émergentes parce que souvent, les acteurs sociaux sont les premiers en fait à être témoins d'éléments que plus tard l'univers académique pourra constater.
Donc, en travaillant de cette façon-là, ça nous permet, dès l'amorce du projet, s'assurer que la question de recherche reflète vraiment une réalité du terrain étant du milieu social dans lequel ça se place, puis aussi d'identifier les angles morts qu'autrement on n'aurait pas pu voir. Évidemment aussi, si on s'insère dans une démarche de recherche-action, l'objectif, c'est parce qu'on veut avoir une influence sur le réel, on veut avoir une influence sur une problématique précise. Bien, en s'assurant auprès de gens qui connaissent bien cette réalité-là, de la pertinence de notre question, de nos intérêts, de nos préoccupations, à ce moment-là, on s'assure la plus grande pertinence des résultats en bout de ligne. Parce que le besoin initial, quand on est capable de le formaliser, de le verbaliser à partir des besoins, des compréhensions, des connaissances et des attentes des groupes, ça fait en sorte que non seulement la question va être influencée, mais tout le processus de recherche risque d'être teinté par cette préoccupation-là initiale. Puis aussi, évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, une approche de co-construction, c'est pas seulement de se dire qu'on a un partenaire un groupe social qui s'intéresse à la démarche, puis qui nous suit, puis qui va diffuser le rapport. On veut que le représentant du groupe ou la représentante du groupe puisse être impliquée de A à Z. Mais pour s'assurer de l'intéressement des groupes, surtout dans un contexte de manque de ressources, bien, on veut s'assurer finalement que ces groupes-là, ils trouvent leur propre intérêt, ils comprennent pourquoi ils font partie vraiment de cette démarche. D'ailleurs, la question de la représentativité est importante. La raison pour laquelle on travaille avec des groupes sociaux, c'est qu'on essaie de voir dans quelle mesure on est capable d'avoir une certaine représentativité de la collectivité visée. Évidemment, un individu peut avoir un point de vue, mais un groupe qui dispose d'une assemblée générale avec laquelle il peut valider le développement d'un projet, peut transmettre des résultats en cours de route, forcément, ça enrichit la démarche. Une démarche en co-construction, forcément, ça vient avec beaucoup de mythes et de craintes, mais en fait, je dis mythes, je pense qu'on devrait plus trop parler de craintes parce qu'elles sont fondées, ces craintes-là, et sont fondées, sont nourries, en fait, par des tensions puis des défis qui sont autant d'ordre épistémologique que pratique. J'en ai déjà mentionné quelques-uns là, par la bande, et là, plus concrètement, ce qu'on entend, la recherche partenariale, c'est pas de la vraie recherche. Pas besoin de s'étendre pourquoi c'est peu valorisé, ce type de recherche-là, et pourquoi il y a beaucoup de craintes quant à l'entrave de l'autonomie scientifique des chercheurs. Pour nous, on le définit un peu en des tensions qui sont parfois opposées, mais peut-être le plus souvent complémentaires. Puis c'est peut-être plus l'occasion encore de créer des nouveaux sens que d'être un frein. Donc oui, la tension entre rigueur scientifique, engagement militant, comment on va parvenir à respecter des critères de validité scientifique tout en évitant, en fait, de prendre des options méthodologiques qui ne cadrent absolument pas avec la réalité sur le terrain puis des objectifs politiques. Comment on arrive à arrimer les deux? Jusqu'où on va? Quels sont les critères de validité scientifique sur lesquels on ne démarre pas? C'est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait de la recherche partenariale qu'on doit faire une croix sur de la rigueur. L'intérêt scientifique versus la pertinence sociale. On prend... souvent, quand on fait des projets où on essaie de s'ancrer dans la pertinence sociale, bien, l'intérêt scientifique en découle de toute façon parce qu'on parvient souvent, comme je le disais plus tôt, à développer des nouvelles problématiques, développer peut-être même des nouveaux cadres d'action, des nouvelles méthodologies qui autrement on n'aurait jamais pu réfléchir. Je pense notamment à la pratique d'ATD Carmonde sur le croisement des savoirs, qui sont les premiers instigateurs d'une méthode structurée de croisement des savoirs avec des populations marginalisées. Bon, savoir universitaire, savoir citoyen. Éthique universitaire, éthique communautaire, on a des cadres déontologiques à l'UQAM extrêmement rigoureux, mais qui parfois contribuent davantage à protéger l'institution que protéger les groupes puis protéger les collectivités. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on parvient, oui, à respecter un cadre éthique universitaire, mais aussi peut-être un cadre éthique auprès des populations avec lesquelles on souhaite travailler. Finalement, tout est dans tout, comme on dit. Les résultats de recherche seront biaisés par l'agenda politique des groupes partenaires. Oui, les enjeux d'instrumentalisation, de glissement sont présents.
mais sont autant présents au niveau des professeurs qui pourraient être tentés d'utiliser les groupes comme des terrains. Et souvent, les risques d'instrumentalisation, c'est rarement, en tout cas à mon sens, j'ose espérer, volontaire, fait sciemment. C'est par la force des choses, on arrive sur le terrain, on voit on voit que finalement la question est peut-être pas aussi bonne, on veut la changer. Puis parce qu'on est dans le faire, bien, on oublie peut-être de consulter notre partenaire social qui, lui, aurait peut-être fait les choses autrement. Donc, le danger d'instrumentalisation est toujours présent, mais il est autant dans un sens que dans l'autre. Et là, ces deux points qu'on a mis ensemble, en fait, parce que, oui, une démarche partenariale est chronophage. Oui, c'est pas toujours rentable au sens de la production scientifique parce qu'il y a du temps qui est dévolu à d'autres types de production. Et en revanche, il y a l'autre posture qui dit « Je le connais, ce groupe-là, j'ai été bénévole pendant des années, on n'aura pas besoin de se rencontrer, les rencontres vont être réduites. » Tout ceci n'est pas faux et pas complètement vrai. En fait, nous, on part un peu de la prémisse que ça prend du temps faire une démarche partenariale, effectivement, parce qu'il faut prendre le temps de développer un vocabulaire commun, prendre le temps de développer une vision puis un agenda commun. Comme je le disais un peu plus tôt, si on avait parti un projet sur la notion d'identité avec femmes autochtones du Québec, mais qu'on n'avait pas questionné le sens de ce terme-là, probablement que le résultat final aurait été extrêmement insatisfaisant pour le groupe partenaire. Et finalement, terminer avec tous sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Je pense que si on y échappera jamais, il y a des répartitions du pouvoir qui demandent à être évaluées tout au long de la démarche. Parfois, ça peut être le groupe qui est intimidé par le chercheur, c'est un chercheur, donc forcément, il comprend, il connaît, il sait mieux que moi. Ou encore le professeur qui a peur d'intervenir sur l'agenda politique des groupes et qui redoute la diffusion des résultats, parce que des fois, les résultats sont peut-être pas aussi glorieux que ceux qu'on voudrait. Donc, grosso modo, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, si j'ai respecté mon temps, mais c'était vraiment la première partie. Je laisse la parole à Claire. Bonjour. Alors, je vais prendre la suite. En passant sur les outils et stratégies, on ne les fait pas tous, là, mais on vous propose des outils et stratégies pour favoriser la réussite de projets en co-construction. On ne prendra pas non plus toutes les qualités dans la littérature. Il y a quand même pas mal d'articles là-dessus. Il y a aussi les qualités de relations interpersonnelles, etc., la curiosité, la capacité d'écoute. On n'abordera pas ça, d'une part, comme je vous dis, parce qu'il y en a pas mal dans la littérature, et aussi parce qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, voilà. Et donc, on va aborder ces outils-là, quelques outils, en les mettant en parallèle avec certaines contraintes ou encore des défis dont Josiane vous a parlé précédemment. Donc, un espace dédié qui s'appelle, quel que soit son nom, un comité. Il y en a qui appellent ça un comité de direction, un comité de pilotage, un comité d'encadrement, peu importe. Un espace dédié qui réunit les partenaires, c'est-à-dire les groupes sociaux, les chercheurs et les étudiants s'il y a lieu. Et cet espace défini, dans le fond, c'est là où se passe le premier partage de vocabulaire. On parle de gens qui n'ont pas les mêmes vocabulaires, qui n'ont pas la même temporalité, qui n'ont pas les mêmes concepts, qui n'ont pas les mêmes visées scientifiques versus sociopolitiques, par exemple. Et donc, c'est un lieu d'échange, de discussion et de négociation. Et c'est là qu'on rencontre les tensions. C'est là que s'expriment, par exemple, les premières tensions et incompréhensions. Comme je le disais, la différence de culture, de temporalité, de ressources. Les savoirs universitaires, savoirs citoyens se confrontent. C'est le premier moment de confrontation, si on veut. C'est le lieu de confrontation, plutôt. Et les agendas citoyens de chacun, agenda de la carrière universitaire, les agendas politiques, le militantisme, etc. Donc, un espace dédié, c'est le premier outil qu'on vous suggère. Un mode de gouvernance et de fonctionnement clairement défini, et tout ça mis en place au départ. Le comité, le mode de gouvernance et de fonctionnement clairement défini au départ, parce que, et on va voir par la suite, dans le fond, dès qu'on met en place, qu'on détermine le mode de prise de décision, qu'on définit le rôle de chacun et qu'on définit les droits de propriété intellectuelle, peu importe, dès qu'on définit ce mode-là,
on se retrouve à contrer le désengagement. Parce que quand les rôles ne sont pas définis, quand les pouvoirs ne sont pas définis, le désengagement peut se faire de la part du chercheur ou du groupe. Alors, aussi, c'est là que se gère et se définit les égalités ou inégalités du pouvoir. Parce que au niveau du le mode de prise de décision, est-ce que c'est fait ensemble au comité ou c'est juste le comité de recherche qui prend les décisions, par exemple? Donc, c'est l'illustration de où se définit le pouvoir. Ce qu'on suggère aussi comme outil, c'est les décisions sont consignées dans les comptes rendus parce que c'est une des mémoires du projet. Donc, c'est un petit outil, les décisions, qui vont, si vous le faites tout au long de la démarche, qui vont vous allez revenir au compte rendu, vous allez redécider, revoir les décisions prises et vous pourrez les ajuster, mais à partir du mode de décision déjà défini. La définition du rôle de chacun. Alors, qui fait quoi, comment? Est-ce qu'il y aura un conseil, un comité conseil? Est-ce qu'il y aura un comité de validation des résultats? C'est assez important d'y réfléchir à l'avance, encore là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dérive, parce que c'est la même chose pour les décisions consignées au compte-rendu, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas, la recherche ou la formation évolue dans le temps, et tranquillement, on peut s'éloigner sans trop s'en apercevoir des objectifs ou des méthodologies qu'on a décidées. Donc, il nous faut nous développer des outils qui nous permettent de revenir au premier objectif. Et si on décide qu'on les change, les objectifs, et on le décide, mais ensemble, donc pas par des glissements qu'on n'a pas bien saisis. Et la définition des droits de propriété intellectuelle, c'est relativement nouveau que ça soit si fréquent dans des projets en co-construction ou même en partenariat, mais c'est un outil qui est assez utile. Parce que c'est là qu'on campe aussi fondamentalement les pouvoirs de chacun. Parce que la propriété intellectuelle, ça donne quand même du pouvoir à... Si c'est une propriété intellectuelle partagée entre les partenaires et le chercheur, c'est senti tout au long de la démarche de co-construction. Les partenaires se sentent un petit peu plus le droit d'intervenir. Alors, il vaut mieux en parler dès le départ, asseoir cet aspect de propriété intellectuelle, ce qui permet de donner un cadre pour la suite des prises de décision. Un projet co-construit et bien ficelé dès le départ, parce que lui aussi, naturellement, ça prend du temps, mais c'est quand même le guide et la mémoire de l'ensemble du projet. Donc, prendre le temps au départ de définir les liens entre la problématique présentée. En général, ça peut être, comme tu disais, issu du milieu, mais sinon, en tout cas, qui est validé par le groupe. Et après ça, le lien entre la problématique et quel est le besoin concret actuellement du partenaire social par rapport à cette problématique et comment on traduit ce besoin en objectif de recherche. Alors, toute cette démarche de réflexion qui se fait en général en comité, ça assure que, d'une part, la pertinence sociale, le besoin du groupe et les savoirs citoyens, ça rime en parallèle avec les intérêts, la rigueur et les savoirs scientifiques. Donc, c'est le lieu d'arrimage et ça permet, si on le fait dès le départ et correctement, de contrer des incohérences entre la problématique et voici les objectifs, où on ne voit pas tellement. On doit prendre le temps pour s'assurer que c'est cohérent tout au long. Et aussi, ça permet de contrer des dérives ou de l'instrumentalisation inconsciente. La même chose que les dérives, parce qu'on définit le cadre. Hein? Tout le cadre, tout ce cheminement intellectuel est défini, avec les partenaires, naturellement. Au plan méthodologique aussi, c'est important de faire la même démarche, parce que ça permet de tout de suite mettre en place dans les échanges les contraintes de chacun. Quelles sont les contraintes académiques? Quelles sont les contraintes du milieu? Donc, si on prend le temps prendre le temps de décrire le projet avec les partenaires, on prend en compte ces contraintes-là. Et aussi, ça permet d'illustrer les apports de chacun, les forces des partenaires par rapport aux forces des partenaires sociaux ou des groupes sociaux par rapport aux forces du milieu académique. Donc, on peut le partager et les additionner. Et encore là, ça nous assure qu'il n'y a pas d'incohérence entre le problème puis la méthodologie. On peut voir en tout cas dans mon expérience, des moments où il y avait un saut quantique entre la méthodologie et le besoin. Et donc, on peut ramener ça
pour que toute la cohérence soit là tout au long du chemin. Et encore ici, au plan des dérives, l'instrumentalisation, la méthodologie, c'est important parce que c'est comment concrètement on va aller répondre à nos objectifs. Alors, si tranquillement on se retrouve à développer plus une méthodologie au plan académique très avantageuse, mais qui s'éloigne du besoin, faut quand même être vigilant là-dessus. Puis au plan de l'éthique scientifique par rapport à l'éthique communautaire, la contribution au recrutement, ça a quand même certaines valeurs dans le milieu communautaire. On ne parachute pas une recherche comme ça, bing, avec nos membres. Il y a quand même une façon de faire là, qui est différente de l'éthique scientifique. Il n'y a pas de problème. Il y a des lieux de rencontre, c'est sans problème. Puis ici, un petit truc, moi, que je trouve très intéressant, c'est lorsque les recherches sont faites avec des participants humains, de travailler la demande de certificat éthique avec les partenaires. Notamment parce que, premièrement, il y a plus d'appropriation de toutes les connaissances et de la complexité de la recherche. Mais aussi, dans des demandes éthiques, si ceux qui l'ont fait, c'est très, très détaillé, la méthodologie. Ce qui permet donc de l'approfondir avec les partenaires parce que des fois, le diable est dans les détails, il y a une petite nuance. Et là, le partenaire peut dire, là, ça ne marchera pas, là, ça. Chez nous, il faudra trouver une autre façon, ça ne marchera pas. Donc, c'est un petit truc qui consolide aussi l'équipe de travail ou le comité dont je parlais précédemment. Une stratégie de diffusion et de transfert aux modalités bien définies. Pour les groupes sociaux, la diffusion, l'appropriation, le transfert, la diffusion, c'est très important pour leurs membres et pour leur visibilité. Pour le chercheur, là, la publication scientifique, c'est très important pour sa carrière, pour le transfert des connaissances dans son milieu. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un lieu de temps qui peut être un lieu de tension vraiment important entre les deux partenaires. Parce qu'on doit arrimer, donc, ces besoins de diffusion des groupes avec les besoins de publication scientifique. Et un petit commentaire en passant au plan du transfert de la diffusion, les groupes ont beaucoup d'expertise, diffusion dans leur milieu. Alors, on peut vraiment s'appuyer sur eux et les laisser prendre la commande, parce que le volant, parce qu'ils connaissent ça vraiment très bien, ils sont habitués de le faire. Un point important, en cours de projet, c'est très important qu'il y ait une entente dès le départ, je reviens là-dessus, pour qu'est-ce qu'on va faire des activités de diffusion de transfert en cours de projet. Vous savez, les chercheurs, ils ont souvent des présentations à faire en cours d'un projet de recherche. En parallèle, des groupes aussi, ils ont à revenir devant leurs membres, ils ont à négocier avec des partenaires. Donc, on a tout le monde envie ou de prendre la recherche telle qu'elle est rendue, puis en faire une présentation. Mais comme les résultats n'ont pas été complètement analysés, interprétés, etc., il faut vraiment s'entendre entre nous avant d'aller poser un acte de diffusion d'une partie des résultats, parce qu'encore là, si l'interprétation n'est pas terminée, c'est délicat au plan politique si un chercheur s'en va faire une présentation et puis que le groupe ne se reconnaît pas dans la démarche jusqu'où on est rendu. Et de la même chose, un chercheur, c'est peut-être pas heureux de voir l'interprétation que pourrait en faire un groupe des résultats qui ne sont pas complètement analysés en commun. Donc, il faut, dès le départ, s'entendre là-dessus. Et en fin de projet, il faut aussi, dès le départ, réfléchir comment ça va se terminer. Parce que sinon, il ne passera pas, on ne gardera pas de temps à la diffusion, on n'aura plus le temps pour le prof, par exemple, ou encore le type de produit issu des travaux de recherche ne sera pas compréhensible, ou il n'y en aura peut-être même pas. Donc, quand on fait une entente là-dessus, assez dès le départ, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Hein, parce que si vous avez un comité qui est décisionnel, vous pouvez remodifier la route, il n'y a pas de problème. Mais le sujet est discuté dès le départ, donc entendu par tous et tous. Un dernier petit outil qu'on a au service aux collectivités, qui est suggéré c'est ça, une modalité, qui est suggéré, mais pas si souvent dans la littérature, je trouve, de ce qu'on a vu, c'est une personne dédiée à la médiation-coordination. Alors, parce que cette personne, c'est notre rôle à nous comme agent, mais ça existe ailleurs aussi, elle est un soutien tout au long de la démarche. Donc, elle a plusieurs rôles. Hein? Elle fait de la traduction,
Elle est conseillère, cette personne, elle est témoin. C'est important d'avoir un témoin quand il y a un duo. Elle assure une certaine vigilance sur l'ensemble des tensions, des défis, des contraintes éventuelles qui peuvent arriver. Et elle aussi représente le troisième volet de la mémoire du projet. Hein. On avait les comptes rendus, le projet lui-même, le devis. Et cette personne-là est un peu la mémoire aussi du projet. Et donc, elle s'assure de gérer aussi, puis au plan du réalisme, on commence à en voir des projets conduits avec des groupes sociaux. Donc, par exemple, sur l'échéancier ou sur les coûts, on peut ramener un peu le projet à des dimensions plus réalistes. Donc, tout ça demande l'adhésion de tous et prend du temps, mais ça favorise l'engagement, le partage, la co-construction et l'appropriation des connaissances en cours de route aussi. C'est assez important, ça. Je trouve, moi, c'est peut-être moi là, qui trouve ça important, mais ça permet tout ça, une appropriation en cours de route et aussi à la fin, quand on a réfléchi à la stratégie, autant pour les groupes communautaires que pour le milieu scientifique. Je vais terminer avec quelques étapes charnières. Le pairage, le début, quand chercheurs et groupes s'installent ensemble pour élaborer un projet. Alors ça, c'est le premier moment de partage, mais aussi le premier moment d'expression des tensions, hein, parce que là, on est en vrac, comme je vous disais tantôt, deux univers qui se rencontrent et puis on doit équilibrer ça. Un autre moment charnière, c'est quand il y a collecte de données. Parce que au niveau méthodologique, au niveau de l'éthique, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est des temps qui peuvent devenir chargés de tension. L'analyse et l'interprétation des résultats de la recherche, là, vraiment, on pourrait se retrouver à une confrontation parce que c'est la première épreuve. On a chacun sa posture. Et là, on a vraiment les résultats. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce à quoi on s'attendait, c'est différent. C'est pas comme ça que je le vois. Ça peut être un moment de confrontation important et d'expression des tensions. La diffusion, le transfert des résultats, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Et il faut aussi envisager une stratégie de sortie en cours de projet si on n'arrive pas, là, c'est inconciliable, il y a un bug, il y a un problème, et on n'arrive pas à avancer en quelque part. Donc, identifier un scénario de sortie, qu'est-ce qui pourrait être produit et quelles utilisations seraient permises. Donc, réfléchir à l'avance à comment on pourrait sortir quelques pistes de financement et autres ressources. À l'UQAM, pour des projets de partenariat ou de co-construction avec des partenaires sociaux, il y a naturellement le PAFARC, volet service aux collectivités, le programme de... Comment ça s'appelle? PAFARC, vous le connaissez peut-être tous. L'aide financière à la recherche et à la création. Mais ça s'appelle le volet 2 ou volet service aux collectivités. Il y a aussi des développements de recherche et de formation. Et au plan des ressources humaines, institutionnelles, il y a le service aux collectivités, naturellement, il y a le CEPSI et il y a le service de la recherche et de la création. C'est des personnes qui vont vous aider à développer de tels projets. Au niveau, après ça, vous avez des ressources provinciales. Naturellement, c'est un aperçu. On n'a pas fait une recherche très élaborée. Je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres fondations qui soutiennent ça, mais désolé, on n'a pas pris le temps d'aller plus loin. Voilà, alors je vous remercie. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Disons que depuis quelques années, le CRSH avec ses programmes de partenariat a quand même changé un peu la donne, c'est un peu inspiré de ce qu'on fait à l'UQAM depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des stratégies d'articulation des programmes à l'intérieur de l'UQAM actuellement avec un passage vers un développement partenariat ou comment ça pourrait s'articuler, notamment aussi avec l'utilisation du programme collection là, qui implique souvent les partenariats. Donc, par où on commencerait? Est-ce qu'on devrait commencer par ici, après ça passer en développement, après ça en partenariat, ou il y aurait d'autres stratégies, mais je pense que ce serait important d'articuler les deux. Je dirais que de façon plus générale, les projets qui seront soutenus au service aux collectivités sont des projets qui peuvent mener justement à des subventions plus importantes, parce que nous, on n'a pas un soutien, tu sais, le soutien financier n'est pas énorme pour les projets de recherche.
outre notre présence, etc. Là. Donc, c'est arrivé souvent que c'est un premier passage pour aller à un développement plus large. Et nous, on maintient le soutien si les partenaires considèrent important que le service et l'agent ou l'agente de développement restent présents dans la démarche. Une fois le CRSH, excusez, je viens un petit peu des sciences biologiques, je passe au CRSNG facilement dans mon langage, mais une fois le CRSH obtenu, même pour la construction de la demande, l'accompagnement peut se maintenir, il n'y a aucun problème. Avec tous les outils dont on a parlé, etc. Et il arrive aussi que, dès le départ, on est impliqué dans un projet, une demande CRSH. Ce n'est pas la majorité des projets, parce qu'on travaille quand même avec des groupes qui ont généralement peu accès à l'université. Donc, mais si on travaille avec des fédérations de groupes, Fédération des femmes ou Relais ou d'autres grandes associations de fédérations de groupes qui ont un peu plus les reins solides, bien, on va donner le soutien. Mais on travaille aussi avec des groupes de premier niveau, des groupes locaux, tout ça. Donc, c'est pas la majorité, mais il n'y a pas de problème. Ça s'est fait à plus d'une reprise. Mais je rebondirais quand même en disant, c'est sûr que ce que je veux dire n'est pas une vérité immuable, là, mais habituellement, quand c'est des nouveaux partenaires qui ne sont pas habilités à travailler ensemble, qui n'ont pas une culture de travail en partenariat, c'est toujours facilitant de commencer avec un projet levier. Un petit projet où on débroussaille une problématique. On est un peu en train de tester nos affinités, tester notre compréhension. Puis à partir du moment qu'on a fait ça, on se connaît peut-être suffisamment pour essayer d'aller vers davantage des ligues majeures. Fait que nous, on travaille beaucoup par, et nous étant le service, mais ça peut être à l'extérieur, on commence avec des volets. Donc, on commence un petit projet. Au départ, la demande, elle est immense. Puis nous, on va essayer de faire en sorte de circonscrire. OK, on comprend la finalité, mais pour se rendre là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va un peu structurer le partenariat en volets. Et parfois, il y a un volet où on va être à se dire, bien, écoutez, là, on a cette demande-là, elle a mené à un premier projet de recherche qui a permis d'identifier une problématique qui recoupe plein de préoccupations d'autres groupes communautaires. Je pense à la notion du logement. Je sais qu'à l'UQAM, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des groupes communautaires, des associations de logement, etc. Et là, l'objectif est peut-être de décloisonner le projet initial pour aller plus large. Mais ça a été construit. C'est sûr que quand je nous écoutais parler, puis je me dis, mon Dieu, que ça a l'air long faire ce qu'on fait, là, mais il y a des moyens quand même, des fois, ça y va plus fluidement que ce qu'on peut peut-être présenter quand on le présente de façon très, très, très structurée. Mais de commencer petit, ça a vraiment plus d'avantages que d'inconvénients, à mon avis. Oui. J'ai un commentaire qui va aller aussi vers la question aussi. Mon premier commentaire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la co-construction n'est pas acquise du point de vue du partenaire. C'est-à-dire que des fois, le partenaire, il a une mentalité de commande. Il n'a pas la mentalité de la co-construction. Et nous, on arrive comme universitaires en disant, on veut faire la co-construction. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Nous, on a un besoin, tu vas le remplir, et ils arrivent comme une commande. Tout à fait. Donc ça, déjà, il y a une pédagogie de la co-construction qui vient des universitaires eux-mêmes parfois, qu'il faut apprendre à la vendre. Et notamment à la vendre avec les outils que vous avez donnés, qui sont des outils parfaits, justement, c'est-à-dire le fameux comité de pilotage, etc. Quand on leur montre que, justement, ils pourraient avoir pris sur les affaires, ça les stimule en général, et ils n'avaient peut-être pas toujours envisagé de le faire. Par contre, ils n'ont pas toujours les ressources non plus pour le faire. Exact. Et c'est un peu pour ça que parfois ils arrivent sur le mode commande, c'est parce qu'ils sont un peu dépourvus en termes de mise en œuvre. Donc, la question qui va avec ça, d'une certaine façon, qui est concomitante, bon, la première source de tension, c'est les sous, en fait. Parce que dans la recherche co-construite, justement, comme vous le dites si bien, ça doit venir de leurs besoins. Donc, quelque part, ça ne doit pas venir de l'universitaire, ça doit venir de chez eux. Et notamment, les ONG et les différents groupes, pour eux, le financement, c'est aussi leur survie. Donc, une partie du financement vise à pérenniser éventuellement une personne qui n'aurait pas une tâche complète dans l'organisation si elle n'avait pas ce projet-là ou à faire vivre des gens, etc. Donc, ça amène des sous dans l'organisation elle-même. Et c'est une tension aussi pour l'université parce que, d'une certaine manière, oui, c'est vrai qu'il y a les petits projets qui arrivent par le service aux collectivités, qui débouchent sur un CRSH, etc.
Mais ça, on est dans le 30 000 ou 40 000, etc. Mais il y a Plus bas encore. plus bas encore, c'est Beaucoup ça. plus bas. Mais il y a aussi des fonds que ces organisations-là, auxquels ils peuvent avoir accès, qui sont des fonds de ministères, etc., qui passent par eux, en fait. Et donc, à la fin, peu d'argent transite dans l'université, parce qu'il y a des beaux projets qui se font avec zéro argent qui transite par l'université, ce qui pose un problème dans les paramètres de performance des universités, surtout le secteur des sciences humaines, notamment, parce que le secteur des sciences humaines, c'est pas un secteur comme Polytechnique, quoi, c'est-à-dire avec des gros labos, etc., qui prend un pourcentage de 40% sur des frais indirects et des choses comme ça, qui font vivre un peu l'université aussi. Et donc, d'une certaine manière, même des fois, l'université, on pourrait dire, bon, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ça se fasse, etc. Mais l'université, c'est même pas que ça existe. C'est-à-dire, l'université ne peut même pas comptabiliser qu'une recherche a eu lieu, et donc il y a, d'une certaine façon, une certaine performance globale du secteur des sciences humaines ou autres dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a même pas eu une trace d'argent. Les étudiants ont été engagés dans l'ONG, le prof a travaillé avec, etc. La seule retombée qu'il y a en termes universitaires, c'est les publications. Et les étudiants qui ont eu des salaires, mais que ça a paru OK, le taux de réussite s'est amélioré, etc. Donc ça, c'est une tension à laquelle on doit faire face Tout à fait. régulièrement dans ce domaine-là. Oui, vous avez raison. C'est sûr que nous, en général, c'est l'université qui soutient les projets de recherche, mais il y a parfois des recherches où c'est des partenaires qui apportent les sous. Pas des masses, là, mais qui apportent les sous. Et nous, c'est sûr que, d'une part, ça se décide ensemble, le budget, comment seront dépensés ces sous, et si vous avez le temps de lire nos rapports annuels, c'est assez souvent mis, le revenu apporté, investi par les partenaires dans un projet de recherche. Parce qu'on trouve ça important aussi que ça soit mis en lumière, comme vous dites. Et l'autre chose que je trouve importante, c'est que une chose que je trouve importante, c'est quand il est très clair qu'il faut qu'il y ait publication, qu'il y ait droit de publication dans ces ententes-là, parce qu'il faut que les profs, c'est leur premier salaire, puis les étudiants, droit de publication, droit de propriété intellectuelle, s'ils font leur maîtrise sur le sujet. Il faut qu'il y ait un apport pour l'univers académique, c'est certain. Au-delà de la formation académique que les étudiants au deuxième, troisième cycle vivent par cette démarche, mais il faut que ça laisse des traces. Et minimalement, naturellement, des productions, mais aussi... c'est une véritable avenue quand même, parce que vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de budget, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des budgets des fois assez conséquents, sauf que les ONG n'y ont accès que si on est là, nous, comme chercheurs. Oui. Du coup, ils n'y ont accès que ça, mais ils peuvent avoir 100 000, 150 000 des fois sur des projets. Ah oui, oui, je suis d'accord, je voulais juste dire... mais oui. il n'y aurait jamais cet argent-là. L'argent n'arrivera jamais dans l'ONG si elle le demande toute seule. Si elle le demande avec un prof d'université qui a une équipe, une crédibilité, ils l'ont. De la même façon, nous aussi, des fois, on a accès à des fonds CRSH seulement si l'organisation donne l'autre moitié. Exactement. Ou le quart ou la moitié en nature. En nature, etc. Oui. J'avais une autre question, je ne veux pas me monopoliser, mais ça c'est mon expérience personnelle, un des gros défis, c'est le certificat éthique. Parce que la recherche co-construite, par définition, elle n'est pas prédéfinie, positiviste, dans le paradigme positiviste habituel. Et les comités éthiques, ils gèrent en général les certificats éthiques comme une recherche positiviste, c'est-à-dire il faut qu'on sache la question, les réponses potentielles, etc. Et si on explique qu'on va définir ça avec le partenaire, le comité éthique est perdu là-dedans. Et si on dit que c'est trop tôt pour le faire, alors ils vont donner, ça va être une vraie guerre, parce qu'ils vont donner un certificat éthique temporaire, et puis il va falloir y revenir. Et quand on passe le temps qu'on passe là-dedans, là, c'est hallucinant. Ça peut en décourager plus d'un. Et ça amène des fois à amener justement, parce que vous avez dit, il faut définir la méthodologie clairement, etc. Et à la fin, par facilité ou... Enfin voilà, on finit par utiliser des méthodes plutôt de sciences positives, alors qu'on devrait avoir des méthodes socio-construites. Et ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire, les méthodes qu'on utilise dans ce domaine-là ne sont pas adaptées à la façon dont les comités éthiques prennent leurs décisions. Donc, d'une certaine façon, c'est comme s'il fallait mentir, d'une certaine façon. C'est-à-dire,
il fallait présenter d'une façon science positive quelque chose qui ne l'est pas pour obtenir son certificat. Ou sinon, c'est progressif. Puis on a le comité éthique sur le dos tout le long et 30% du budget va servir à obtenir des certificats éthiques. Ouais. Je pense que des deux questions que vous soulevez, le financement, puis la façon que l'institution a de s'ajuster à ce type de démarche-là, participe toutes de l'enjeu de la valorisation de ce type de recherche-là. Je pense qu'il y a des avancées tranquillement, mais la façon qu'on évalue ce type de recherche-là, la façon qu'on la comptabilise, c'est pas gagné, puis il y a du travail à faire pour justement influencer les bailleurs de fonds, mais aussi réfléchir institutionnellement sur comment est-ce qu'on valorise cette recherche-là, comment est-ce qu'on la rend visible. Je pense que vous parlez du financement que les groupes ont. Moi, ce que je connais le plus souvent, c'est du financement où les chercheurs ont du financement, puis on a de la difficulté à faire reconnaître la participation des groupes dans ce financement-là. Et ça, c'est un enjeu qu'on rencontre énormément, puis je trouve extrêmement difficile d'avoir à dire à un groupe, bien, votre participation est essentielle, mais je ne peux pas le compter dans le projet de recherche. Ou on a des fonds, mais ça va être pour embaucher des étudiants. Donc, c'est un enjeu avec lequel on doit conjuguer, mais c'est aussi parce qu'on est... La recherche partenariale, traditionnellement, a été faite avec l'industrie. Et là, de réfléchir si concrètement, de l'intégrer dans nos pratiques comme étant la recherche partenariale avec des groupes sociaux, la reconnaissance pleine et entière, on est encore loin. Mais les certificats éthiques, je pense que nous, ce qu'on voit, mais vous l'avez dit, c'est que souvent... Oui, les gens vont refuser de prédire ça va être quoi les questions. Et c'est quand même accepté, mais il y aura peut-être un retour. Mais il y a quand même un travail. Nous, on voit quand même qu'il y a un certain travail à ce niveau-là pour essayer de s'ajuster avec la réalité de... On décide de ne pas faire de l'hypothético-déductif, bien, ça va avec justement des approches qui sont plus ouvertes. Mais il y a beaucoup encore de travail à faire là-dessus, malheureusement. Mais quand même, à l'UQAM, il y a eu comme des ouvertures sur plein de champs. Au niveau éthique, au niveau de propriété intellectuelle, ça a quand même il y a une souplesse qui s'est installée que je ne suis pas sûre qu'on trouve partout, là, au niveau du partage des droits de propriété intellectuelle avec les partenaires. Il y a quand même eu de la souplesse qui s'est installée parce que le certificat éthique, c'est dire, bon, on peut, est-ce qu'on peut avoir un peu l'usage du budget, de la subvention en partie pour qu'on développe ensemble le questionnaire ou peu importe les outils de collecte de données, là. Il y a une souplesse qui était peut-être pas celle que j'ai connue plus tôt, là, quand je suis arrivée, là, je trouve. D'autres questions? Est-ce que vous accompagnez aussi quand il y a des partenaires qui peuvent être outre-mer? Par exemple, dans mon cas, j'ai des partenaires français Je te laisse. et québécois. Je veux faire une étude comparative. Donc, est-ce que vous avez un accompagnement sur les moments dans ce sens? Bien, est-ce que vous payez le billet d'avion ou... Non. En fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question-là, au sens où c'est des démarches partenariales, mais dans la mesure où nous, comment on travaille au service aux collectivités, on est beaucoup dans le relationnel. Donc, on tient à ce que les gens se voient, les gens se parlent, les idées se confrontent, on s'obstine. C'est un peu qu'est-ce qu'on essaie de valoriser quand c'est un partenaire outre-mer. C'est très difficile d'avoir cette proximité-là puis de ne pas tomber dans la commande où le prof est une expertise. Par ailleurs, on a quand même des mesures d'atténuation, là, si on veut, quand, par exemple, on va essayer de trouver un groupe au Québec, près de Montréal, c'est possible, mais bon, au Québec, qui peut être un peu un intermédiaire entre le groupe Outre-mer et le groupe au Québec, qui permet, par exemple, on a souvent eu pas souvent, mais on a eu quelquefois des projets en Amérique latine avec des communautés autochtones. On travaille avec Femmes autochtones du Québec qui faisaient partie d'une alliance de communautés, d'organisations autochtones à travers les Amériques. Donc là, on réussit, en fait, à au moins avoir au niveau des aspects plus de micro-gestion, si on veut, de gestion de la recherche, là, à avoir un vis-à-vis. Mais des fois, ça va être qu'il y a un projet de recherche à l'international qui vient ici. Bien, à ce moment-là, ou le contraire, un projet de recherche qui émane d'ici, puis on veut trouver un partenaire à l'extérieur. Mais là, il y a toujours une partie prenante qui fait partie du projet qui peut participer au sein du comité de pilotage. En présence. Fait que c'est pas un non, ça on le fait pas. Ça demande... on n'a pas encore trouvé les modalités pour le faire en dehors de ce contexte-là. Vous faites des rencontres Skype avec des partenaires? Oui. Parce que moi, j'ai été les rencontrer déjà 2 fois, mais au Québec, le projet initial est au Québec avec un partenaire français.
mais on fait beaucoup de rencontres face à face en ligne, mais après ça, ils viennent des fois dans les événements, on planifie des dépassements. Mais si vous êtes partie prenante du comité, dans ce cas-ci, il y a moyen d'être connecté quand même aux discussions. Là, c'est sûr que... Les comptes rendus sont Ouais. faits et tout. Là. Ben, en fait, peut-être que ce qu'on a omis de dire dans la présentation, c'est que vraiment chaque projet, chaque partenaire est différent. Fait que c'est difficile de donner un modèle transposable à toutes les réalités. Ça se peut que dans ce contexte-ci, la nature des relations fasse en sorte, puis déjà c'est en français, c'est parce que quand j'anime en espagnol, c'est peut-être un petit peu moins fluide que quand je le fais en français. Il y a déjà là peut-être une barrière de moins. Puis si on est en mesure de sentir que je représente pas l'UQAM, mais je représente, qu'on est là pour accompagner la démarche partenariale, déjà, ben c'est peut-être plus plausible. Fait que j'ose pas dire c'est non. C'est des projets spécifiques à étudier au cas par cas. Non, c'est parfait. J'avais une question et aussi un truc peut-être à développer dans l'avenir. Le truc à développer dans l'avenir, c'est que dans vos outils et stratégies, j'ai remarqué que tous les outils et stratégies concernent ce que j'appellerais le contexte interne de la recherche. Mais il y a le contexte externe. Et à mon avis, il y a peut-être besoin d'avoir des outils par rapport à la gestion du contexte externe, c'est-à-dire les autres acteurs du secteur, les partenaires gouvernementaux, futurs, enfin je ne sais pas, il y a des éléments externes qui peuvent intervenir sur la recherche. Parfois, le fait que la communauté, si on travaille avec les autochtones, il n'y a pas toujours une adhésion pleine et entière, et qu'une partie de la communauté peut se retourner sur une autre, des choses comme ça. C'est pas toujours facile comme ça, il y a peut-être des outils pour ça. L'autre chose aussi, c'est un truc qui me paraît important, vous avez mentionné les stratégies pour sortir quand il y a un problème. Mais il y a aussi la stratégie de clôture du projet. Ouais. Parce que, et ça, souvent, c'est négligé. Et le chercheur, en fait, moi j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé avec les autochtones, et même des fois plus près de nous, parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes, mettons, tu t'en vas travailler en Amérique du Sud, dans des collectivités, sur le droit des femmes, dans les collectivités autochtones, avec des compagnies minières. Alors là, tu es enflammé, tu fais de la recherche-action, puis après, toi, tu te tires. Et après, on assassine les bonnes femmes qui ont pensé que la liberté était arrivée, qui commencent à s'exprimer, etc. Et puis, elles doivent vivre des mesures de rétorsion terribles, d'avoir participé peut-être pendant un an avec toi et ton équipe. Ah oui, mais ça n'a pas été prévu. Et donc ça nous paraît évident, parce qu'on peut le voir concrètement. Mais des fois, c'est ici à côté. Là. C'est dans une ONG qui travaille avec des toxicomanes ou n'importe quoi. Il peut avoir le même genre d'affaires, c'est-à-dire les stratégies de sortie. Le chercheur, lui, il a fait son affaire, il a travaillé, etc. Mais le jour où il s'en va, l'organisme continue de vivre et elle doit vivre avec tous les espoirs et les non-espoirs et les positionnements des uns et des autres qui se sont pris pendant le projet, qui était à un moment privilégié d'une certaine façon et que l'organisme doit vivre avec. Et ça, il faut être vraiment sensible à ça, notamment dans la diffusion des résultats, mais aussi dans l'espoir des résultats. Parfois, on ne peut pas tout faire tout de suite, si vite qu'on pensait, parce qu'il faut penser que ces gens-là vivent après nous aussi, et que nous, on revient dans notre maison confortable après, et dans notre famille. Tout à fait. Ouais, c'est un peu, quand on dit parler déjà de la stratégie de diffusion, et c'est quand on met en pendant l'éthique scientifique, puis ce qu'on a appelé un peu l'éthique communautaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est porteur de ça. Et si, en tout cas, dans notre rôle, on reste vigilante à ça aussi, parce que normalement, là, le représentant de la collectivité, il est porteur de ça, de cette éthique qui fait en sorte que les gens ne payeront pas plus tard ou ne seront pas dans une mauvaise situation. Mais nous-mêmes, quand je disais notre rôle, on reste vigilante à ça. Dans l'emballement de la recherche, même le partenaire, c'est ça, s'emballe autant que le chercheur. Nous, il faut qu'on soit tout le temps un peu, c'est ce qu'on appelle l'intérêt d'avoir un témoin. Oh, vous êtes certain de où vous allez, compte tenu des conséquences. Donc, quand on met en balance éthique scientifique, puis là, il y a l'éthique communautaire, c'est un autre regard. Pour ce qui est des autres acteurs, je n'en ai pas parlé parce qu'on ne voulait pas prendre toute la place, mais il arrive souvent qu'on invite d'autres acteurs autour de la table qui sont personnes ressources. Tu sais, quand je disais qui prend la prise de décision, le mode de prise de décision, c'est important que les principaux acteurs soient présents, mais
en fait, les co-chercheurs, nommons-les comme ça. Mais il y a souvent des organisations qui naviguent autour de la problématique qu'on va inviter, peut-être en présence tout le temps ou en présence de temps en temps pour venir nous aider, nous alimenter, puis qui prennent connaissance et conscience de la problématique telle que abordée dans le cadre de la recherche et par le partenaire. Donc, puis le reste de la diffusion, ça touche les autres acteurs et ça aussi, ça doit être discuté dès le départ et ajusté face au mouvement politique qui se passe, au changement politique dans son sens large. D'autres questions? Aussi une technique, parce que je n'étais pas là au début, malheureusement, peut-être je l'avais dit, mais pour pouvoir aller vous rencontrer, pour avoir vos accompagnements, ce qui doit être, c'est quoi le statut qu'on doit obtenir à l'UQAM pour pouvoir, comme moi je suis doctorant, mais je suis aussi agent de recherche, puis je suis dans un lab de recherche, donc est-ce que mon directeur de thèse soit impliqué dans cette étape-là, si c'est mon terrain de recherche versus un projet du lab, comment on entre en contact? Qui? Ouais. Ben, en fait, Appelez-nous. nos programmes, Puis ouais. on verra. Oui, Puis parce que- aussi, mais on est structuré malheureusement aussi par nos sûr. programmes. Tu sais, c'est un peu l'enjeu. Nos Mais c'est programmes la forme de appuient soutien. souvent des professeurs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à soutenir d'autres formes de démarches partenariales. Dans ce cas-ci, oui, des fois, il y a l'étudiant, il y a son directeur de thèse qui va être présent, mais le vis-à-vis, tu sais, ça arrive dans les vies des projets que les étudiants, c'est eux qui travaillent, qui sont les Concrètement. porteurs vraiment de la démarche. Mais il faut juste, c'est ça pour nous, l'appui institutionnel à travers le financement va souvent passer par des formes comme ça. Sinon, si les chargés de cours, il y a quand même le Fonds d'intégration des chargés de cours de l'UQAM qu'on utilise comme on peut pour justement travailler, parce que des fois, l'expertise, c'est les chargés de cours qui l'ont, c'est pas les profs. Fait que ça, mais on n'est pas toujours, tu sais, on n'a pas encore les bons outils pour le faire. Lynn? Justement, pour répondre, Parle plus fort. Pour répondre en continuité avec mes collègues, parce que je suis aussi pour service aux collectivités. Les étudiants candidats au doctorat sont souvent des ressources très bonnes ressources pour les groupes, pour les demandes des groupes. Les groupes sont parfois et même souvent en contact déjà avec ces étudiants-là. Et monsieur parlait des fonds qui nous arrivent de l'externe. Les organismes ont parfois des fonds du ministère de la Justice. Moi, je travaille sur les femmes. Ils ont des fonds de Conditions féminines au Québec, Conditions féminines au Canada. Bien souvent, ce sont des étudiants de maîtrise et de doctorat, et surtout de doctorat, qui auraient l'expertise pour travailler avec ces étudiants-là. Donc, dans ce temps-là, on est moins tributaire des règles institutionnelles d'octroi des dégrèvements, puis d'octroi des PAFAC et des programmes de recherche. Donc, si vous avez le goût d'obtenir du soutien du service aux collectivités, effectivement, gênez-vous pas, on regarde la situation, on regarde c'est quoi les paramètres qui sont en place, puis des solutions peuvent être se présenter à nous ou peuvent être trouvées par la suite. De toute façon, moi, je dis souvent, moi, j'accompagne pas des projets de subvention, j'accompagne des projets. Fait qu'après ça, je suis pas tributaire. Si tout le monde veut travailler bénévolement, ben moi, je vais travailler avec eux aussi. Mais dans la mesure où on a un objectif commun, la nature du projet ne doit pas être définie uniquement par la subvention. Mais c'est sûr que si on cherche un appui financier, on est, nous, un peu contraints par les petits programmes qu'on a. Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence sur l'heure du dîner. Bon dîner. Au plaisir de se revoir.